soyez les bienvenus, c'est 9h50 le matin sur France 3 Paris, Île-de-France, France 3 Pif, la quotidienne des gens qui ont des choses à dire, qui les mettent en œuvre pour un monde plus vertueux. Bref, la quotidienne des franciliens inspirants, avec aujourd'hui quelqu'un qui ramasse, quelqu'un qui rejoue et quelqu'un qui rechante pour réenchanter notre quotidien à tous. Qui sont donc nos invités? C'est ma belle équipe, mon trio magique qui va vous le dire, Nicolas Deuil, Julie Jacquard et Raphaël Yem, que je vais rejoindre à table dans un instant, non sans vous avoir proposé notre chanson du jour. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work. C'est bien sûr la diva Nina Simone que vous écoutez, chanson de combat pour cette voix hors du commun. Ain't got, je n'ai pas, elle fait la longue liste de tout ce qu'elle n'a pas, mais elle termine en disant j'ai bien sûr mon sourire et Dieu sait qu'elle avait beaucoup de choses pour elle et un immense talent. Nina Simone qui sera à l'honneur de notre émission, vous allez comprendre pourquoi. Dans quelques secondes, je le disais, des gens qui prennent leur part en charge. Voilà pour la grande thématique du jour et ça commence dans quelques secondes, Julie. Et oui Valérie, avec notre premier invité qui s'appelle Benjamin Carbonnier qui a lancé le mouvement des Clean Walkers. L'idée est toute simple, faire des randonnées en nettoyant la ville et ça marche, vous verrez. Nicolas. On a tous en nous quelque chose de Tennessee. Oui. On a tous droit à une deuxième chance. Et Claire Tournefier, que l'on reçoit tout à l'heure, donne une deuxième chance aux jouets aussi, figurez-vous. Elle collecte, elle trie, elle nettoie et elle redistribue. Et tout ça se passe à Vitry-sur-Seine. Et elle sera notre invitée en deuxième partie. Puis vous le savez, on est ici avant studio, mais aussi sur tous les terrains franciliens. Ça, c'est la grande affaire de Raphaël Yem. Bonjour à vous, Raphaël. Vous êtes à Ménilmontant et vous allez vous transformer en immense bricoleur aujourd'hui, probablement, auprès de l'association Extramuros. Exactement, Raphaël Bricolo, c'est pas le nom du dernier dessin animé à la mode, mais c'est bien ce qui va se passer ce matin. Vous l'avez dit, je suis dans le 20e arrondissement de Paris, cité Bonnier, la cité ouvrière historique du quartier de Ménilmontant. Et ça tombe bien, justement, puisque là, on est, comme vous l'avez dit, à Extramuros, qui est une menuiserie solidaire. Qu'est-ce que c'est une menuiserie solidaire? On va aller poser la question, justement, aux bénévoles, mais aussi au directeur de cette association qui s'appelle Pascal et qui est là au chaud, évidemment, pendant que nous on sky quand même. Comment ça va, Pascal? Ça va très bien, et toi? Ouais, très très bien. En quelques mots, camarades, pour expliquer aux copains et aux copines de 9h50 le matin, qu'est-ce que c'est une menuiserie solidaire? Alors, une menuiserie solidaire, pour nous en tout cas, c'est une menuiserie qui déjà fait du social, parce qu'on est impliqué dans des projets d'insertion professionnelle pour des jeunes issus des quartiers populaires de la ville. Donc on leur fait faire des chantiers pour de la remobilisation professionnelle. On ne les forme pas à la menuiserie, on n'a pas cette prétention. Mais en tout cas, c'est de la remobilisation professionnelle, donc déjà du social. Et puis aussi de l'écologie, parce que c'est une menuiserie qui ne travaille qu'à partir de bois de récup. Donc voilà. Ah, génial. Et justement, on a un projet tout au long de cette heure. On va construire ensemble une partagerie. Une partagerie. Et ouais. Donc en gros, peut-être que certains d'entre vous connaissent les boîtes à partage. Genre les boîtes à livres, non? Exactement, ou même les frigos solidaires. Ouais. Là, en gros, on est en train de construire une structure qui ressemble à un espèce de mini chalet ou un mini auvent pour que les gens puissent y déposer des choses qu'ils souhaiteraient partager à d'autres. Bon bah ça c'est ce qu'on va faire ce matin. Restez avec nous. Si vous avez envie de filer un coup de main, on est là, hein, cité Bonnier, à Extramuros. Venez, hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je sens que sur le plateau vous avez envie de venir voir Pascal. Hein. Ouais. À tout à l'heure. Oui. Je vais pas vous dire non, Raphaël. Je vais être honnête et ne pas vous dire non. Mais en plus, il se trouve que sur ce plateau, on est très sensible à la menuiserie, puisque moi, mon grand-père était menuisier et puis votre grand-père aussi était prof de menuiserie. Ouais, bref, moi j'adore c'est nous les Bricole Girls. Ouais. Et puis en troisième partie, c'est là donc que nous aurons rendez-vous avec Miss Nina Simone. La diva a trouvé refuge chez nous en France à la fin de sa vie. Elle est même décédée à Carry-le-Rouet, à côté de Marseille. Et c'est justement cette dernière période de sa vie qui est à l'honneur d'une pièce à voir absolument. C'est au Théâtre de l'Œuvre. Ça s'appelle Miss Nina Simone. Elle est incarnée par Gina Djemba, qui sera notre invitée tout à l'heure. À 9h50 le matin, qui fait paf parce qu'il a du pif comme Paris, Île-de-France. 9h24
centre va fermer ses portes dans moins de 48 heures à Katowice en Pologne, pendant que les grands du monde tentent de s'accorder pour la planète. Il y a tous ceux qui essaient de faire des choses à leur échelle, à l'échelle individuelle, qui devient petit à petit collective, et c'est typiquement le cas de notre invité. Soyez le bienvenu, Benjamin Carboni. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes comédien, youtubeur, très concerné par la planète, et vous organisez ce qu'on appelle des clean walks. Alors, si on le traduit littéralement, ce sont des marches de nettoyage. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Concrètement, l'idée est simple, c'est un mouvement citoyen. Le but, c'est de se rassembler dans notre ville, dans notre forêt, sur notre plage, et d'agir ensemble et de tout simplement ramasser tout ce qu'il y a malheureusement dans notre environnement aujourd'hui. Et puis après, surtout de passer un bon moment ensemble, parce que ramasser les déchets, c'est bien, c'est cool. Et voilà. Donc principalement, c'est d'avoir cette action-là. Alors, une première marche avait été organisée mi-septembre. La dernière en date, c'était le 5 décembre. Absolument. Qui vient justement participer à ces marches ? Entre guillemets, ce sont vos fans YouTube qui s'agrègent petit à petit. C'est des individus qui fait le gros des ramasseurs. Il y a tout profil et c'est ça qui est très intéressant. Il y a beaucoup de jeunes déjà et ça fait plaisir de voir que ma génération, les générations d'après prennent les choses en main, donc ça c'est très appréciable. Et après il y a vraiment tout profil, il y a la maman qui va venir avec sa poussette, il y a la petite fille de 3 ans qui va traîner son sac toute seule et qui veut pas qu'on lui prenne, il y a la personne âgée qui a pas agi avant et qui se dit je peux agir maintenant donc j'ai envie de le faire. Donc ça permet en plus qu'il y ait toute génération qui se rencontre et c'est encore mieux quoi. Et la dernière fois, donc à Paris, vous avez récolté 3000 litres de déchets et de mégots en moins de 2 heures. Donc ça, c'est le chiffre positif. Par contre, il y a un Français sur 3 qui déclare jeter ses déchets par la fenêtre en voiture. Alors là, je trouve ça extraordinaire. Quels sont pour vous les pires déchets que vous avez ramassés ? Les pires déchets, c'est pas. Il peut en avoir des très originaux comme Mais le fléau. Par exemple, ça il y en a. Non, mais il peut avoir des choses très originales comme des caddies, des vélos, des vêtements ou autres. Mais les pires, ça va être les déchets du quotidien. Ça va être le mégot de cigarette qu'on retrouve en quantité faramineuse et qui pollue énormément. On va y revenir parce qu'en effet, c'est un vrai la canette, fléau, enfin tous les. C'est surtout principalement notre consommation alimentaire, surtout les emballages alimentaires. C'est là aussi que, dans les 2 piliers du mouvement, on essaye à la fois d'agir sur malheureusement ce qui est déjà présent et surtout parler de notre consommation derrière et d'éviter de produire des déchets déjà à la base, quoi. Alors, vous le disiez, c'est bien sûr une action utile, une action possible pour tout le monde, puisqu'il s'agit vraiment de ramasser ce qu'on voit par terre et qui fait tache dans le paysage. Et puis, c'est aussi histoire de passer un bon moment et de créer petit à petit une communauté. Exemple. Allez, on y va. 3, 2, 1, go! Moi, je préviens, hein. Je ramasse seulement quand la caméra est sur WAM. Tu me préviens? Et quand il n'y a pas de caméra, j'arrête. Quand on dit gluten free, on dit gluten free. Gluten free, gluten free. Tu as trouvé 1 euro. 1 euro. Bravo, c'est magnifique. Bah c'est pour toi, gros. C'est mon nom d'abonnement. Non, c'est pour toi, c'est pour toi. T'es pas abonné? Je souscris ce soir. Attention, je te mets un coup de poing très lent. On va le mettre à l'accéléré. Ok, merci. Allez, on ramasse. Il y a une courge. Il y a un concombre. Est-ce que c'est propre? Allez, c'est parti, on enchaîne. Ça peut être aussi de la pêche miraculeuse. Hein. 1 euro à la clé, c'est pas mal. Alors au départ, c'est en faisant une marche chez votre père en province, même en forêt, que vous vous rendez compte à quel point la pollution, elle est vraiment partout et surtout, ces déchets, c'est détritus. Moi, j'habite à Paris depuis 5-6 ans. Et j'avais déjà ce constat où, en fait, en descendant en bas de chez moi, tous les jours, j'en avais simplement marre que, malheureusement, il y ait des déchets encore dans ma ville. Et le premier réflexe que j'ai eu, oui, c'est de partir. En fait, j'ai eu besoin de respirer un peu. Et je suis allé marcher avec mon père en Auvergne 2-3 jours. Je lui ai dit, viens, on fait le tour des monts du Puy-de-Dôme, ça va faire du bien. Et en fait, même sur des chemins de randonnée, on s'est rendu compte que on a ramassé plus d'une quinzaine de sacs à 2. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Et je me suis dit, fais ce que tu viens de faire, en fait, qui est de marcher, de ramasser ce que
que tu as trouvé. Quoi. Et la deuxième étape de votre prise de conscience, c'est un voyage en Guadeloupe, où vous visitez une déchetterie. À la base, j'étais parti purement pour, oui. pour les vacances, pour le plaisir. Il ne part pas que pour ramasser. Non, à la base, c'était pour les vacances. C'est pas que monsieur propre, en fait. Non, mais là, vous constatez à quel point c'est un champ de pollution, quoi. Oui, malheureusement, parce qu'en plus, on est sur une région française et il y a très peu de choses qui sont mises en place. Il y a des choses qui sont mises en place depuis quelques années encore. Il y a en plus plein d'autres problèmes là-bas, comme le problème des sargasses ou autres qui polluent le quotidien de ces personnes. Et oui, le constat était un peu le même là-bas. Voilà, on est sur des endroits qui restent assez paradisiaques, mais malheureusement, on laisse une empreinte qui est dégueulasse, faut le dire. On laisse une empreinte horrible et voilà, il y a des choses à mettre en place et ça serait bien avec ce mouvement à l'avenir de pouvoir possiblement mettre des choses en place dans ces endroits, par exemple. Alors, ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que c'est vraiment le geste le plus simple, à savoir de ramasser, mais du coup, ça responsabilise. Je vous cite, c'est peut-être pas vous qui l'avez mis là, mais au moment où vous le croisez, ça devient votre déchet à vous, parce que c'est votre trottoir, votre ville, et que si vous voulez qu'elle soit propre, vous pouvez agir aussi. Et en ramassant, en voyant ce qu'on ramasse, on se rend compte à quel point peut-être on jette, et du coup, ça initie un cercle vertueux. C'est l'idée de base, c'est de se dire qu'en fait, la bouteille de soda qu'on ramasse par terre était dans notre frigo il y a 2 semaines. Et qu'en fait, je parle souvent de degré de conscience quand je parle de ce mouvement-là. Et je me dis qu'en fait, c'est le premier degré de conscience qu'on chope, que moi j'ai eu aussi, que j'ai eu un peu avant, mais où en fait, on se dit, OK, cette bouteille est dans mes mains, il y a un truc qui n'est pas normal. Et après, on prend le lien avec sa consommation. Et le but, évidemment, c'est après de changer sa consommation et de se dire, voilà, avec des petits objets du quotidien, des gestes du quotidien, je peux éviter de produire ce déchet. Et puis c'est aussi de se dire, c'est certes pas moi qui l'ai jeté par terre, mais finalement, puisqu'il est sur mon parterre, c'est comme si je l'avais fait moi. Oui, voilà, parce que le but à chaque fois, pour l'instant, on agit beaucoup dans les villes, parce que l'important, c'est d'agir en bas de chez soi, il n'y a pas besoin d'aller très loin. C'est pas de montrer, par exemple, qu'il y a la ville, voilà, que c'est une ville sale ou que, par exemple, les employés de la ville font pas le travail. Au contraire, c'est déjà de montrer que ces gens font un travail admirable et malheureusement, on ne le montre pas assez. Je trouve ça un peu dommage. Mais qu'en même temps, surtout, nous, en tant que citoyens, on a une responsabilité. C'est notre ville, on est aussi responsable que ce qui est mis en place par les mairies et qu'on doit prendre ce pouvoir qui est le nôtre. Ouais, on l'a dit, le gros fléau, et notamment en ville, ce sont les mégots. C'est ce que vous ramassez en premier et on sait que c'est très peu biodégradable. Du coup, ça vous a intéressé, Julie? Oui, parce que la pause clope en bas de l'immeuble, c'est bien sympa, mais quand on jette son mégot sur le trottoir, ça l'est beaucoup moins pour la planète. C'est le fléau numéro 1 à Paris. Il y a eu 350 tonnes de mégots finis sur les trottoirs de la capitale chaque année. C'est donc énorme. Et il faut savoir qu'un mégot met 15 ans environ pour se dégrader. Et lorsqu'il se retrouve dans l'eau, il pollue énormément, 500 litres d'eau pour une seule cigarette jetée. Alors, pour inciter les fumeurs à adopter les bons gestes, plusieurs initiatives ont été menées ces dernières années. À Paris, 30 000 poubelles équipées de structures métalliques pour bien éteindre sa cigarette avant de la jeter ont été installées. Dans le 9e arrondissement de Paris, la mairie a mis en place 180 cendriers de rue, parce que le problème souvent c'est qu'il n'y a pas de cendrier, donc là c'est à proximité des arrêts de bus ou encore des passages piétons. Et dernièrement, une chaîne de supermarchés Franprix, pour ne pas la nommer, a décidé d'installer à l'entrée de ses magasins des cendriers pas comme les autres, puisque ce sont des récupérateurs de mégots qui sont destinés à être recyclés. Si on les récupère, ça veut dire que voilà, c'est qu'on peut les transformer en quelque chose de mieux. Et oui, c'est un marché même prometteur, parce qu'en France, il y a 30 milliards de mégots jetés au sol chaque année, 30 milliards. Donc aujourd'hui, on réussit à les recycler. Et la start-up Migo est pionnière en la matière en France. C'est elle, par exemple, qui collecte les vieilles clopes récupérées chez Franprix. Chaque semaine, elle fait la tournée des 300 supermarchés. En plus, c'est une collecte qui est écolo, puisque le ramassage se fait à vélo. Et elle envoie ensuite ces mégots dans une usine de revalorisation qui est basée en Bretagne. Une fois dépollués, les mégots sont transformés en matière plastique et peuvent devenir du coup des cendriers, des poubelles et même des coques de téléphone. Donc en plus, il y a du business à se faire. Exactement. Ça illustre un peu ce que vous tentez de faire avec le mouvement Clean Walk, c'est-à-dire d'initier un mouvement, mais qui fasse des petits et devienne un comportement classique. Oui, le but, c'est... alors, c'est une association maintenant, mais je parle surtout de mouvement. Parce que le but, c'est que ça appartienne à personne, que voilà, demain, si quelqu'un a envie de faire un ramassage dans sa ville,
Et ben, comme ça se fait aujourd'hui, ils me contactent et on met ça en place ensemble. Et le but, c'est que ça appartienne en fait à chaque citoyen qui a envie d'agir, tout simplement. On ne peut pas aller parler aux fabricants de cigarettes à un moment, comme on l'a fait pour les sacs en plastique qui se sont transformés, qui commencent à être transformés en sacs papier, aller les voir pour leur faire prendre conscience aussi du truc et de produire... Si, on peut aller voir, les fabricants de mégots, on peut aller voir les fabricants de soda. Le problème à la source, juste. Ça serait super. C'est ce qu'on essaie de faire, par exemple, avec la campagne On est prêt, dont je fais partie. Actuellement, on parle beaucoup sur les médias en mettant un challenge par jour aux personnes pour se rendre compte de cet impact-là. Le but, c'est, nous, par le moyen de communication qu'on prenne à la source, c'est-à-dire au niveau du consommateur. Après, il y a des personnes et il y a des actions, des ONG, des assos qui sont chargés d'aller voir les plus grands. C'est sûr qu'il faut prendre le problème au deux bouts de la chaîne pour qu'on arrive à... Mais aujourd'hui, justement, on sent ça. vraiment que les initiatives citoyennes, c'est vraiment tendance. Il y en a, donc vous parlez du mouvement On est prêt. Mais est-ce que vous pensez que c'est une histoire de génération ? Je pense que notre génération a envie de prendre les choses en main parce qu'on arrive à de tels enjeux aujourd'hui, de telles conséquences que on est obligé, dans tous les cas, de prendre les choses en main. On avait souvent des campagnes avant les 20-30 dernières années où on nous disait « Oh là là, c'est horrible, le monde va être horrible, on nous montre des images terribles ». Mais il n'y avait pas de solution. On nous montrait les choses, mais on ne nous donnait pas de solution. On disait juste, attention, il faut avoir peur. Sauf qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est, OK, on sait que ça va mal, on sait qu'il faut faire des choses, mais c'est pas grave. On a le temps encore d'agir et on peut le faire, on sait comment les faire. Vous avez fait des petits dans 22 villes de France. Il y a des gens qui vous ont emboîté le pas. Ça, c'est plutôt réconfortant. Oui, c'est assez appréciable de voir que les gens ont envie d'agir. J'ai gardé ce chiffre-là où il y a 87% des gens qui ont envie d'agir, mais ils ne savent pas comment le faire. Et en fait, voilà, juste de montrer qu'on peut se rassembler simplement et agir. Puis déjà mettre dans la les réseaux sociaux, pour le coup, sont utiles dans ces cas-là. Sans les réseaux sociaux, c'est-à-dire la base, tout le monde peut déclencher une clean walk à vos côtés ou pas, d'ailleurs, dans sa ville. C'est un vrai levier pour vous de vie citoyenne. Sans ça, c'est-à-dire clean walk, ça existerait concrètement. Ça pourrait exister, mais ça aurait peut-être pas le même impact, évidemment. Aujourd'hui, en 2020, on est obligé d'utiliser les réseaux sociaux. On est obligé de rien, mais on peut aussi saluer que c'est positif. Ça permet en fait de développer les informations, mais après le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est pas de rester sur les réseaux sociaux et de partager avec un petit clic et de dire ok, j'ai fait ma part. Moi, le plus important, c'est quand on est avec une centaine de personnes et on ramasse ensemble, qu'on discute, qu'on apprend à se connaître, qu'on rencontre des nouvelles personnes, qu'il y a des nouvelles idées qui se créent, etc. C'est le plus important, il est plus là. Et en plus, on peut y faire des rencontres. Que dire de plus? Absolument. Les prochaines marches, c'est quand? La prochaine, il y en a une demain à Paris et il y en a. Quel point de rencontre? Comme ça, si certains veulent vous rejoindre. Jussieu, je crois, malheureusement. Donc dans le 5e arrondissement de Paris. Eh ben génial. Merci beaucoup, Benjamin Carbonnier. Et puis bravo à vous. On va nous repartir dans le 20e arrondissement de Paris, aux côtés de Rafale et de Pascal. Et ça, c'est super. À l'association Extramuros qui fait donc de la menuiserie solidaire. Oui, je suis toujours ici, là. Pour le coup, je suis rentré dans l'atelier, j'ai même enlevé mon manteau. Laurent Bio, qui m'accompagne chaque matin, me dit « Mais attention, t'as de la sciure de bois. » Eh ben, c'est normal, ma chérie. On est les mains dans la sciure, justement. Qu'est-ce qu'on va faire, Pascal, alors? Qu'est-ce qu'on va faire samedi? Ouais, samedi. Exactement. Samedi, on fait un atelier participatif. C'est un outil d'animation qui nous permettre à des gens de travailler sur leur cadre de vie. Et donc, je vous parlais de la partagerie. On va fabriquer, donc, on va faire fabriquer aux gentils habitants et habitantes de Bagneux. Donc, cette grande structure. Et l'idée, vraiment, c'est qu'on se dise, bah voilà, je l'ai construite. Donc, si je l'ai construite, je vais en parler. Si je vais en parler, elle va être utilisée. Donc, c'est un outil aussi pour Bagneux Environnement, qui est l'association qui nous commande, en fait, cette structure, de faire en sorte que ça a marché, quoi. Ah bah alors, justement, on a les plans. Venez voir, hein. Approchez-vous, là, les amis de 9h50 le matin. Voici
voici ce qu'on va construire samedi. Très simple, hein, voilà. Donc en gros, c'est une surface qui permet avec un petit toit pour pas que, en gros, ce soit trempé par la pluie, des étagères qui sont en dessous et puis 2 petites jardinières histoire d'apporter un petit peu de verdure, un petit peu de bonheur en fait sur cette partagerie. Et là, ça part d'ici, hein, Pascal. Je me trompe pas. Hein. Là, on est justement en train, là dans l'atelier, de préparer les planches de bois qui vont servir à la construction. Je me trompe pas? Ah ben non, tu te trompes pas. En fait, ça travaille depuis lundi sur ce projet. Donc nous, notre principe à Extramuros, c'est de préfabriquer tout ce qui va être fait. On fait du kit, un peu comme certaines enseignes suédoises qui font des meubles. Oui, mais là, c'est mieux fait quand même, parce que là, c'est récupéré, recyclé, upcyclé. Écoute, c'est pas moi qui l'ai dit. Moi, ça me va alors. Je t'assure, je me porte garant. Donc voilà, donc effectivement là on est en train de l'azurer, donc en gros c'est une petite couche de vernis pour faire en sorte que le bois soit solide, pas solide mais bon en gros qu'il ne soit pas assujetti à des problèmes d'humidité et qu'il puisse tenir dans le temps. L'idée en fait c'est de le faire avec du bois massif aussi parce que on peut récupérer de l'aggloméré justement de certaines enseignes de meubles suédois, mais si jamais on les mettait sur une partagerie. T'as quelque chose contre les meubles suédois, attention. Hein. Un petit peu, ouais. Je vois ça. Hein. Donc voilà, donc là ça l'azur et tout, mais donc en gros c'est une des étapes d'assemblage. A priori je pense que ce sont les planches qui vont servir à faire les étagères. Ah, j'embête Maxime une seconde là, qui est à fond dans la lasure. T'y es depuis lundi Maxime alors? Sur la lasure non, mais sur la partagerie oui. Ça fait combien de planches de bois là, histoire de se donner une idée? Une bonne quarantaine. Une bonne quarantaine à préparer d'ici samedi pour la livraison. Donc Maxime, Aruna là sont dessus, d'autres vont venir justement participer. On va vous parler aussi de comment est-ce que les habitants du quartier viennent s'emparer de cette menuiserie sociale, mais ça va être dans quelques instants. Exactement. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Rafale. 9h50, le matin se poursuit avec une entrepreneuse qui pourrait bien être votre mère Noël. Ça y est, la bienvenue, Claire Tournefier-Droual. Vous êtes la créatrice de l'association Rejouer, association entreprise qui emploie désormais 46 salariés et après 6 ans d'existence. Pour résumer, je dirais une sorte de Toy Story, grandeur nature, made in Île-de-France, mieux que Pixar. En gros, vous offrez une deuxième vie à des jouets en les récupérant, en les nettoyant, en les remettant en vente. Comment vous est venue l'idée, tout simplement ? Alors, j'étais bénévole à la Croix-Rouge du 14e arrondissement. Ils en recevaient énormément. Et c'était terrible parce que les bénévoles n'étaient pas suffisamment en nombre pour les traiter, pour les nettoyer, les réassembler et pour pouvoir les offrir aux enfants à Noël. Et je me suis dit, là, il y a quand même un gros souci. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y en a qui n'ont pas de jouets. Il y a des enfants qui n'ont pas de jouets à Noël. Et il y a toute cette ce gâchis. Et puis j'ai eu un petit garçon aussi, et ça m'a sauté à la figure en fait cette consommation énorme qui est générée parce qu'on a envie de faire plaisir à son enfant, on a envie et puis ça dure un temps très court, l'enfant grandit et puis on ne sait pas quoi faire de ces jouets in fine. Donc il y a vraiment un besoin de les réutiliser au maximum. Alors, oui. Noël viennent d'où ces jouets? C'est que des dons, hein, on est d'accord? Il n'y a pas de... C'est tout à fait, c'est que des dons. C'est des dons qui sont faits par les citoyens, dans les entreprises, chez les distributeurs, dans les écoles, dans certaines associations aussi caritatives qui les redonnent. Et si nous, particuliers, on veut donner les jouets de nos enfants, on peut vous les amener directement? Tout à fait. Vous pouvez les amener dans l'atelier à Vitry-sur-Seine, mais vous pouvez les amener également dans les boutiques. On a 2 boutiques en région Île-de-France, une à Paris, une à Ivry-sur-Seine. Et puis, vous pouvez les donner. Là, en ce moment, il y a une grosse collecte chez un distributeur. Alors, la bonne idée, c'est qu'en plus d'avoir ces jouets qui ont donc une deuxième vie, et pourquoi pas une troisième, et une quatrième, et une cinquième, on ne sait pas, c'est que vous proposez des boutiques, c'est-à-dire c'est pas juste un bric-à-brac. Justement, vous le formalisez dans des boutiques avec le sens de la décoration. On a l'impression aussi d'aller comme dans une boutique classique. Ça fait partie des points importants aussi, de ne pas offrir un service un peu au rabais. Tout à fait. Notre objectif, c'était vraiment de sortir le jouet de son caractère d'occasion tel qu'on peut le retrouver sur les brocantes ou les bric-à-brac, comme vous le disiez. Donc, on a conçu une chaîne de production
qui est une chaîne de production de qualité, qui est réalisée par des personnes, majoritairement des femmes, qu'on accompagne dans un parcours d'insertion. Et donc là, le travail est très très qualitatif à porter sur les jouets. D'abord, on les trie selon un marquage CE avec des normes de sécurité. Ensuite, on va vraiment le vérifier, voir qu'il n'est pas cassé, qu'il n'a pas d'aspérité. Et qu'il est toujours bon pour les enfants, parce que c'est quand même une inquiétude de parents, forcément. Tout à fait. Et on va tout nettoyer, c'est-à-dire chaque jouet est nettoyé, soit mécaniquement dans des machines à laver la vaisselle ou le linge, soit à la main avec des produits écologiques, du bicarbonate de soude, du vinaigre, de l'eau, hein, mais une formule magique qui permet de leur redonner un nouvel éclat et qui les rend propres et comme neufs. Donc, et on a une attention particulière à la présentation de notre boutique, c'est-à-dire qu'on veut une boutique qui s'apparente à une boutique, une boutique classique. Voilà. Avec des étiquettes, parce que là, vous avez sur celui-là, sur le petit... C'est un dragon. Oui. Là, vous recyclez aussi les étiquettes. Il y a une carte de Pictionary. Oui, tout à fait. Non, c'est Trivial Poursuite. Trivial Poursuite. Oui, on utilise en fait... Ne discutez pas les enfants. On utilise les supports pour faire des étiquettes, apposer notre logo et apposer le prix. On utilise des anciennes cartes de jeu. On ne peut pas réutiliser. Voilà, un maximum. On évite un maximum d'emballage, mais on fait des petites choses comme ça pour... toujours être dans l'esprit du upcycling. Justement, la démarche écolo, elle va jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous récupérez des jouets qui n'ont plus d'emballage et vous ne mettez pas d'emballage vous-même. C'est-à-dire que pour certaines choses qu'on peut acheter chez vous, on peut acheter par exemple des briques qui s'empilent, hein, voilà. C'est au kilo. Il faut venir avec son sac comme quand on achète ses graines dans un magasin bio, quoi. Tout à fait, il faut avoir son petit contenant où nous on récupère des sacs et on les offre aux clients qui viennent, mais c'est des sacs réutilisés. Effectivement, il y a du vrac, on peut acheter des billes en vrac, on peut acheter des rails de train complémentaires à un circuit déjà existant, on peut acheter des personnages, des petites figurines. En plus, on n'est pas obligé d'acheter le jouet complet tel qu'il se présente dans le commerce. Mais juste ce dont on a besoin, en tout cas ce dont l'enfant a besoin. Pour vous donner une fourchette de prix, 50 centimes la tenue de Barbie ou de poupée Corolle, quand on sait ce que ça vaut, vraiment c'est une belle affaire. Entre 6 et 10 euros, en gros, hein, le jeu de société. 10 euros le kilo, en gros, pour les briques à acheter. Là aussi, vous faites des bonnes affaires. Et qui sait, des trouvailles vintage d'antan, parce qu'il peut y avoir aussi un plaisir de collectionneur, un peu comme ce qu'on va retrouver dans cette archive. On s'est penché sur la vie des jouets il y a quelques années, même quelques grandes années. C'est Anne Beaugrand qui l'a déniché. Choisir selon nos goûts et surtout ceux de nos enfants entre la panoplie de pompiers et l'établi du petit menuisier, entre le nécessaire du parfait reporter d'actualité et la voiture miniature. Mais attention aux conséquences. Attention au désir de réalisme de l'ébéniste. Le pompier lui aussi réserve bien des surprises. Quant à ce pastiche de mode d'actualité, nous nous abstiendrons de le commenter. Les revolvers, eux, partent tout seuls, et grand-père est cardiaque. Il est vrai que l'on peut toujours choisir un train électrique, seul moyen d'assurer à tous une saine distraction. À vous, Cognac, j'ai. Oui, c'est exactement ça. Mais vous parliez des rails complémentaires pour faire son train. Vous voyez, finalement, peut-être que celui-ci du reportage est chez vous. On ne sait pas. Peut-être, oui. Il y a une barrière psychologique pour les parents à acheter de la seconde main pour les enfants. Une vraie barrière. Moi, je me souviens très bien avoir acheté un avion de Barbie pour une petite nièce qui était d'époque. Et je sais que les parents l'ont un peu mal pris, comme si j'avais... Mais c'était il y a quelques années. Comment est-ce qu'on fait passer justement le message? Comment on change les mentalités? Alors nous, on explique comment ils sont nettoyés, comment ils sont revalorisés. Et ensuite, je pense que c'est vraiment une question d'époque. Ça va venir parce qu'on sort le produit de l'occasion pure et dure. Et que plus il va être attractif et beau, plus la personne ne pourra pas dire « Oh bah non, je n'en veux pas ». Pour offrir des cadeaux, c'est vrai que c'est encore compliqué si on n'est pas dans cette démarche-là. Pour des enfants. Pour des enfants, moi, ce que je trouve super, c'est qu'en tant que parent, quand on donne des jouets, moi j'ai plein de jouets, c'est qu'on sait que les jouets ne vont pas terminer à la poubelle, ils vont avoir une autre vie avec d'autres enfants. Ça aussi, en tant que donateur, ça doit aussi pousser les gens à donner facilement.
Tout à fait. En fait, il y a toujours une histoire qui est liée. C'est des objets à fort symbole qui sont affectifs. Donc, il y a toujours une histoire. Ah, c'était le jouet que m'a offert ma grand-mère. Et donc, c'est vrai que l'histoire du jouet, quand on vient acheter des jouets chez nous, c'est une transmission. C'est une question de... On a envie de transmettre son jouet. Il y a des grand-mères qui viennent chercher des jeux de société auxquels jouer avec leurs enfants pour rejouer avec leurs petits-enfants. Il y a des adultes qui ont des jeunes enfants qui viennent chercher les jouets de leur enfance. Donc il y a une sorte de transmission. Qui vient justement dans vos boutiques? Est-ce que ce sont ceux qui ont un vrai sens du vertueux, de l'écologie, ceux qui ont pas les moyens d'acheter, on va dire, le prix neuf d'un jeu de société qui est aux alentours de 30 ou 40 euros et qui ont besoin de venir chez vous pour pouvoir faire un vrai caddie de Noël? Qui sont les personnes? Il y a tout type de clients. Nous, on les appelle les clients adhérents parce qu'on leur explique notre démarche sociale et environnementale à travers une adhésion modique. Mais il y a tout type de clients. Il y a effectivement des familles qui ont un pouvoir d'achat limité. Il y a des personnes qui ont une conscience de l'écologie et qui ont envie de consommer de la seconde main plutôt que du neuf. Et puis il y a des gens qui se laissent séduire parce que ils regardent le produit, ils se disent ah bah oui, c'est comme le neuf, génial en fait, c'est super, donc pourquoi pas y aller, c'est rassurant, je teste et puis ça fonctionne. L'an passé, en 2017, vous avez été lauréate du concours La France s'engage, initié par François Hollande, avec à la clé un chèque de 250 000 €. Bravo, déjà, parce que vous étiez nombreux sur la ligne de départ. La suite, ça va être quoi pour vous? J'ai vu que vous aviez peut-être des projets de système de location de jouets ou même de construction de jouets avec d'anciens jouets, un peu comme ce qu'on fait à la menuiserie solidaire Extramuros dans laquelle nous sommes. Alors, en fait, le projet, c'est d'essaimer le modèle de notre association et d'abord de fédérer les associations qui existent en France. Il y a 9 associations sur le même modèle que Rejouer qui existent en France, donc se fédérer en réseau pour partager des bonnes pratiques, se faire connaître, permettre à la fois de donner sur les territoires en région et puis de consommer aussi localement. C'est aussi de réfléchir à un autre marché que celui des particuliers. On y travaille déjà puisqu'il y a des marchés publics qui se sont ouverts sur le jouet d'occasion pour des crèches, des ludothèques, des centres de loisirs. Donc c'est de l'achat collectif et donc à mutualiser avec d'autres structures sur les territoires et créer des rejouets ou d'autres associations dans des territoires où il n'en existe pas. Dans le Nord, à Lyon. Voilà, on n'a qu'un truc à dire, c'est que c'est top. Bravo. Bravo Claire. Où est-ce qu'on peut aller pour acheter? Donnez-nous les 2 adresses, 3 adresses. À Paris, c'est 140 rue du Château dans le 14e arrondissement et quai d'Ivry, centre commercial quai d'Ivry à Ivry. Ah ben voilà, comme ça on a donné les infos pratiques. Bravo à vous et merci beaucoup Madame la Mère Noël de notre plateau. Dans un instant, on vous donnera l'idée d'un cadeau un peu plus pour les grands cette fois-ci, c'est d'aller au Théâtre de l'Œuvre voir Miss Nina Simone, la diva qui est à l'honneur donc d'une pièce qui se joue jusqu'au 6 janvier prochain. Nina Simone qui avait son cœur un petit peu français, elle est décédée sur notre territoire et elle a passé notamment 3 ans à Paris où elle a beaucoup joué. Mais c'est sa fin de vie qui est racontée et surtout incarnée avec beaucoup de grâce et beaucoup de talent par Gina Djemba qui va nous rejoindre dans un instant. On parlait de transformer peut-être des jouets anciens en nouveaux jouets, en tout cas l'upcycling qui est à la mode, c'est ce que vous faites Raphaël. Visiblement vous avez déjà construit votre propre escalier et de ça on vous félicite. Il est magnifique ou pas Ah, bah oui, nous on travaille vite. Non, je me dirige ici vers la cave qui est l'espace de stockage de l'activité Méni Libre. Vous allez savoir dans quelques instants ce que c'est Méni Libre, mais on pourrait par exemple construire des choses pour les jouets de Claire qui était sur le plateau il y a quelques instants. Pascal, qu'est-ce que c'est Méni Libre? Méni Libre, c'est notre activité de mixité sociale. On ouvre l'atelier et on propose à qui veut, à n'importe quel niveau de menuiserie, on s'en fiche, ou même aucun niveau, à venir faire des projets pour eux-mêmes. Ça c'est pour moi, parce que moi je suis en galère, je vous le dis tout de suite. Et ben voilà, si t'as besoin d'une table basse, si t'as besoin d'une étagère, si t'as besoin de faire ce que tu veux, allez, tout ce qui te passe par la tête, on va dire. Mais en bois. En bois, oui. Effectivement, en bois.
Eh ben, tu viens à Méné Libre, c'est tous les mercredis à partir de 17h. C'est le samedi aussi, même maintenant le lundi, parce que ça marche très bien. Et en gros, les gens, ils viennent ici, ils prennent une adhésion annuelle. Les gens du coin, les gens du quartier? Alors, principalement les gens du quartier. Ouais. Mais moi, je vais à Montreuil, je peux venir m'inscrire quand même. Exactement, il y a des Montreuillois qui sont là. Il y a même des gens qui viennent de Nanterre maintenant. Tellement c'est l'autre côté quand même. Hein. Ouais, tellement ça fonctionne. Donc là, on bricole. Qu'est-ce qu'on fait par exemple? Qu'est-ce qu'ont pu faire les gens? Bah tiens, ça. Ça, c'est une petite échelle qui est faite par Gilbert et qui lui permet en gros d'accéder à sa mezzanine. Donc, elle est faite on dirait du bois de terrasse, c'est ça? C'est exactement ça, c'est du bois de terrasse, ouais. Et donc, parce qu'évidemment, les gens ici, ils viennent, ils sont pas obligés de prendre leur bois, ok. Et ils prennent dans le stock, donc ça nous permet vraiment de faire du réemploi, donc une valeur positive au recyclage. Là, par exemple, là, je vois qu'il y a une chaise qui est là, qui a été construite sûrement par quelqu'un de bien. Ça, qu'est-ce que c'est, une petite étagère? C'est stylé, ça. Hein. Et ouais, alors ça, c'est une petite étagère, en gros pour un petit présentoir, quoi, pour mettre des bibelots ou peut-être même des épices. Voilà, je pense que ça va, un petit meuble à épices. Donc fait entièrement à la main pour le coup, parce que le bénévole qui le fait là, lui, c'est un ébéniste qui vient d'Afrique de l'Ouest. Donc, parce qu'on a aussi quelques migrants qui viennent travailler ici. Est-ce qu'on peut leur amener du bois, Rafale? Bah bien sûr que tu peux ramener du bois. Valérie, elle dit si elle a du trop de bois, elle a fait des travaux chez elle, elle est en train de se faire un château, Valérie Marou, en bois. En bois. Donc, du coup, en allumettes. On ramener le surplus, c'est possible ou pas? Mais carrément. Avec plaisir. Tu sais, c'est que de la récup ici, c'est que des bois qui étaient destinés à la poubelle. Hein. Faut nous appeler avant, c'est tout quoi. Tu nous appelles avant. Oui, et tu appelles directement Pascal avant, qui est quelqu'un de très ouvert. Donc tu peux l'appeler directement pour venir déposer le bois. C'est ça. Exactement. Très bien. Voilà, elle va à un rendez-vous personnel. Très bien. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est Léopold qui l'a fait. Léo et Paul, parce qu'ils sont deux a priori. Donc ça, c'est un porte-guitare. Un porte-guitare. Non mais on peut construire des trucs super originaux. Sur face du haut, et puis ça, c'est des trucs qui vont être sur les côtés. Donc voilà, les gens ici, ils se lâchent, ils font plein de trucs. C'est assez intéressant. L'idée vraiment, c'est d'avoir plusieurs entrées sur cette activité. Il y a des gens qui viennent pour découvrir de la menuiserie. Il y a des gens qui viennent pour s'équiper parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller acheter des meubles. Ils viennent se les faire ici. Puis il y en a qui viennent pour rendre en fait une action militante autour de l'écologie, à savoir aider à faire en sorte que le bois qui est ici ne parte pas à la benne et soit récupéré et réemployé. Il y a toujours une bonne raison donc de venir à Extramuros. On vous en donne encore une d'ici la fin de l'émission. À tout de suite. Merci beaucoup, Rafale. Et on vous retrouve tout à l'heure. Et on accueille à présent l'incarnation, l'évocation, la voix de Nina Simone. Tina Djembar, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes Miss Nina Simone au Théâtre de l'Œuvre et ce jusqu'au 6 janvier prochain. Un spectacle créé au Lucernaire qui a été joué ensuite au Théâtre de l'Œuvre cet été. Succès immédiat et surprise. Et du coup, vous nous revenez pour Noël, tel un cadeau. Cadeau tout court que ce spectacle. Vous avez adapté vous-même un roman autour de Nina Simone de Gilles Leroy. Vous incarnez la diva. Elle vous a toujours inspiré. Elle fait partie de votre parcours d'artiste, Nina Simone, ou c'est à travers ce livre-là que vous avez eu envie de l'explorer? Oui, alors c'est plutôt à travers la découverte du roman. Moi, je connaissais un peu mieux l'histoire de Billie Holiday. Et c'est drôle parce Elles sont pas trop copines, ouais. Non, c'est ça. Et du coup, j'ai commencé à me pencher un peu sur la question et j'ai eu un coup de cœur pour ce roman de Gilles Leroy, donc chez Mercure de France. Et je me suis dit, c'est un roman assez conséquent qui relate un peu toutes ses rencontres avec ses producteurs, sa famille, et donc sa fin de vie à Marseille. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était justement de retracer cette fin, une sorte de compte à rebours à Marseille, un huis clos, avec son intendant Ricardo, qui est philippin et qui en réalité n'a pas existé. Cette rencontre n'existe pas, mais j'ai trouvé ça très poétique et très beau de concentrer l'intrigue sur ces deux personnages. Et surtout, ça nous permet à nous, avec ce personnage, de mieux comprendre aussi les rouages de la psyché de Nina Simone, qui n'est pas au mieux de sa forme à la fin de sa vie, une femme blessée, une femme qui perd sa voix, une femme diagnostiquée bipolaire, qui se noie souvent dans l'alcool et qui est dans une forme de solitude. C'était ce parcours de femme aussi qui vous intéressait? Oui, ça m'a bouleversée parce qu'il y avait
quelques échos, c'est pas tout à fait le tableau exact, mais ma propre maman, russe, elle, Nina également, donc c'était une sorte d'hommage aussi que je lui rendais indirectement, et puis je la trouve fascinante, l'artiste, une voix merveilleuse, une immense pianiste, et j'adore ces personnages-là, leur point de départ est la déception quelque part, parce qu'elle a eu cet événement de son premier récital où elle a été confrontée à la discrimination, et toute sa vie en fait découle de ce moment à ses 11 ans, et j'adore cette idée aussi de voilà, retracer comment cette femme a lutté toute sa vie malgré cette immense frustration. Alors Nina Simone est décédée en France, on l'a dit, à Carry-le-Rouet, où elle s'était installée. Elle est décédée à l'âge de 70 ans d'un cancer du sein. Elle a joué à de nombreuses reprises à Paris, où elle a même vécu 2-3 ans au début des années 80, quasiment dans l'anonymat, parce que c'est une période de creux pour elle. Ça paraît insensé, mais pourtant c'est la réalité. Et vous l'évoquez avec beaucoup de grâce, un spectacle hyper élégant à ne pas rater. Bande-annonce. Merci beaucoup. Ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no thing. J'ai prévenu ma fille de ne pas mettre les pieds dans le showbiz, mais elle aime ça. Elle veut chanter. Elle s'imagine que c'est prestigieux, qu'elle va gagner de l'argent. Je lui ai dit à ma fille de ficher le camp, de venir plutôt en Europe, pas trop loin de moi. Alors vous êtes 3 sur scène, la musique c'est du live. C'était important pour vous justement que ça soit du live pour traduire l'intensité de la musique et de cette femme? Absolument, et c'était important. Donc je joue aux côtés de Valentin de Carbonnière et en alternance Paul Nguyen. Et donc le musicien est Julien Vanier. Et je le vois travailler régulièrement au quotidien. Et j'aimais aussi l'idée de repenser les morceaux, les standards de Nina Simone qu'on ne connaît que trop bien, et apporter une certaine modernité sans les dénaturer. Et Julien, comme c'est un multi-instrumentiste, c'était l'occasion. Et j'adore voir les musiciens sur scène mêler à la fois le théâtre, le récit et en même temps la musique en live. Je trouve ça tellement précieux. Donc voilà, c'était l'occasion et c'est super. En quoi le parcours de Nina Simone est, on va dire, moderne et surtout féministe? Mais surtout, oui, féministe parce que très engagée. Elle a défendu la cause des femmes déjà. C'était une femme de cause de toute façon. Elle parlait aussi de la condition des Noirs. J'ai un peu le sentiment qu'elle a évidemment traversé le siècle, mais qu'elle a vécu 10 vies en une. Et c'était une femme révoltée, profondément révoltée, et qui ne supportait pas l'injustice avec tout ce que ça comprend. Et voilà, aujourd'hui, je pense que toutes les femmes, en tout cas, qui ont envie de faire évoluer les choses, peuvent la prendre en référence, je crois. Une grande artiste, elle se comparait plutôt à Maria Callas qu'à Billie Holiday ou à d'autres combattantes de la cause noire. Nina Simone et la France, c'est une histoire d'amour, ça on vous l'a dit. C'est ici qu'elle a trouvé refuge justement à la fin de sa vie. Une écorchée vive qui a d'ailleurs choisi son nom en pensant certes à son enfance, mais aussi à notre patrimoine à Casque d'Or. Quelques archives. À 18 ans, elle est encore Eunice Wayman. Et quand les contrats pleuvent, dans les cabarets, elle prend un faux nom pour cacher à ses parents qu'elle y chante ce qu'ils appellent la musique du diable. Ce sera Nina Simone, en hommage à Simone Signoret. Je m'appelle Nina Simone. Français, n'est-ce pas? What it's like to be a slave. I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. They refused me at Curtis Institute in Philadelphia. They refused a scholarship of mine, and they didn't give me the opportunity to start as a black classical pianist. I was refused a scholarship because I was black. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. I think I would have been happier. I'm not very happy now. Est-ce qu'elle a été heureuse à un moment, pardon? J'ai envie de croire que ça a été difficile quand même, hein, parce que même quand elle a eu sa fille,
Lisa Simone, je crois que ça a été très compliqué. Son rapport aux hommes était très compliqué. Elle était battue. Donc j'ai un peu le sentiment que toute sa vie était comme ça. Vous, ça va? Ponctuée. Moi, ça va. Vous, ça va. C'est une grande tragédienne, là. Enfin, là, tout à coup, c'est une figure de la tragédie que j'avais envie de défendre. Et c'est un hommage, surtout, qu'on lui rend. Alors, vous le dites sur scène, je ne sais pas si d'ailleurs elle l'a dit réellement, mais en tout cas, le personnage de Nina Simone que vous incarnez, j'ai changé de prénom, un prénom qui n'est pas le mien pour un destin qui ne devait pas être le mien. C'est ce qu'on comprend, c'est-à-dire que pour nous, c'est la diva de la soul. Alors, elle n'aimait pas l'appellation jazz, mais on va dire la diva de la soul. Elle rêvait simplement d'être concertiste classique. Absolument, c'est ça. Et c'est en ça que je parle d'énormes frustrations, c'est-à-dire qu'on lui a collé des étiquettes et en plus, elle n'était pas suffisamment bien considérée. Elle disait souvent que pour une pub de parfum, on avait utilisé l'une de ses grandes chansons, My Baby Just Cares For Me, qu'elle détestait particulièrement. Et le public lui demandait tout le temps, sans cesse, voulait écouter ces tubes-là. La France l'a mieux compris que les États-Unis, vous pensez? Je pense que si elle a trouvé refuge ici, oui. Il y avait une compréhension plus large, en tout cas. Je pense qu'on a évité de la rentrer dans une seule et même catégorie. Pardon, vous étiez, elle a joué dans des salles de jazz à Paris. Vous aussi, vous connaissez ces petites salles parce que, en plus d'être comédienne, une fois par mois, vous donnez des concerts? J'ai donné, c'est plus d'actualité. C'est du passé. Il y avait un endroit qui s'appelle le Bon Boc à Montmartre et je donnais régulièrement. C'était il y a quelques années. Mais je vais reprendre. Ça m'a donné envie. Parce que ça vous a donné envie de rechanter peut-être du Nina Simone d'ailleurs? Oui, des reprises, je verrai, mais surtout des compositions aussi. Ça serait l'idée. En tout cas, Simone a inspiré Nicolas Deuil. Ah oui, ça va bien inspirer. Ah bah oui, allez-y, maintenant on assume. En voiture, Simone. Emmenez-nous, Gina, emportez-nous dans votre vie. Si vous deviez nous emmener voir un artiste qui vous fait vibrer en ce moment, vous nous emmèneriez où? Ou voir qui? Alors, j'irai voir... qui est-ce que j'irai voir? Il y en a plein. On peut revenir à cette question après. Oui, je veux bien. Ouais, ok. Si vous deviez nous emmener dans votre restaurant préféré? Mon restaurant préféré, c'est un restaurant russe qui est dans le 18e, à côté de la place Charles Dulin, du théâtre de l'Atelier. Qui s'appelle? Je ne me souviens plus. On retrouvera. Mais vous retrouverez. Il n'y en a qu'un. Si vous deviez nous emmener dans un coin de verdure à Paris, vous nous emmèneriez où? Un endroit qui vous fait du bien? Alors à Paris, j'ai découvert à Saint-Denis, pas loin des studios EuropaCorp, un endroit qui s'appelle le Village à Paris. Et en fait, voilà. Si vous deviez nous emmener voir votre créateur préféré? Mon créateur préféré, j'irais... Très mode, il paraît. J'aime beaucoup Stella McCartney, voilà. Et vegan en plus. Votre objet fétiche? J'ai lu ça quelque part, mais vous ne les avez pas aujourd'hui. Ah non Pas votre paire de Nike? Ah oui, c'est vrai, bien enseigné. Faites attention, il est dans votre voiture avec Simone. En voiture, Simone, si vous deviez nous emmener voir des gens qui vous inspirent? Des gens qui m'inspirent. Votre source d'inspiration? C'est pareil, il y en a énormément, mais là, j'irais voir spontanément. Moi, on m'a dit que c'était votre... Enfin, j'ai lu, pardon, on m'a pas dit, mais que votre source d'inspiration, c'était votre famille, surtout. Ah, surtout, oui. Mes frères et sœurs, évidemment. Ma nourrice également. Ils sont venus vous voir? Oui, ils ont vu plusieurs fois le spectacle. Et du coup, pour boucler la boucle, le spectacle que vous nous conseillez en ce moment ou l'artiste que vous nous emmenez voir? Alors, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a vraiment... Ça peut être dans tous les domaines. En fait, vous n'avez pas du tout eu le temps de réfléchir. Mais c'est pas grave, je ne vous coince pas. Nina Simone, Miss Nina Simone, c'est au Théâtre de l'Œuvre jusqu'au 6 janvier. Pour ceux qui connaîtraient moins, votre chanson préférée à vous de Nina Simone, c'est laquelle? J'aime beaucoup Blackbird. Et est-ce que vous accepteriez de nous en chanter un tout petit bout? Oui. Allez-y. Je donne le micro. C'était prévu en fait. Why you wanna fly, Blackbird? You ain't ever gonna fly. No place big enough for holding. All the tea's gonna cry. So why you wanna fly, Blackbird? You ain't ever gonna fly. Your mama's name was Lonely, and your daddy's name was Spain. So why you wanna fly, Blackbird? You ain't ever gonna fly.
Bravo. Merci infiniment parce qu'en plus on sait que le matin c'est difficile pour la voix. Donc vous remerciez et surtout j'espère que ça vous donne hyper envie d'aller au Théâtre de l'Œuvre. Je l'ai dit, si vous connaissez moins ou Nina Simone, ne soyez pas surpris, c'est vraiment à la fin de sa vie quand sa vie se délite et donc on la retrouve un peu acariâtre et un peu difficile. Je vous renvoie aussi au documentaire What Happened, Miss Simone qui se trouve sur une plateforme de streaming qui est formidable. Allez voir, regardez les deux et vous serez au paradis. Au paradis. On va retrouver notre paradis à nous, hein, c'est Pascal Jeanne et Raphaël. Oh, c'est terrible, je croyais Valérie que tu parlais de moi, notre paradis. Non, elle parlait de toi, on va retrouver notre paradis, elle dit Pascal, super. Non mais moi en tout cas je suis très ému de savoir que Gina est sur votre plateau parce qu'il s'avère que pendant des années j'ai travaillé avec son frère et qui m'a tellement parlé amoureusement de sa sœur. Elle est tellement pleine de talent et je la découvre aujourd'hui. Je suis très content qu'elle soit avec nous et qu'elle soit chez nous à 9h50 le matin. Je vais y aller parce que j'adore Nina Simone en plus. Regardez ici, c'est pas ce qu'on a construit ce matin, mais qui a fait ça ? Eh ben justement, c'est les membres des Méli Libres hier qui ont construit des petites voitures en bois qui sont faites à partir de nos chutes. Comme ça, on va toujours plus loin dans notre cycle de réemploi et de récupération. Qu'est-ce que vous allez en faire ? On va les donner à un centre d'hébergement Emmaüs pour leur arbre de Noël. Donc voilà, c'est comment faire d'une pierre deux coups, comme on dit. On bosse sur nos chutes et puis tant qu'à faire, on alimente un autre projet solidaire. Puis ça permet aux gens qui sont membres de Méli Libre, à ceux qui le souhaitent, parce que c'est évidemment une proposition, de s'investir sur un petit projet sympathique, quoi. Donc des petites voitures qui sont faites à partir de bois de récup. Qui sont jolies, qui sont sympas, qui sont totalement uniques, hein, voilà, un jouet unique, donc et qui vont faire plaisir en plus aux kids qui vont les recevoir le soir de Noël, et ça nous fait aussi très plaisir. Vous dire aussi que tout le monde peut venir si ça vous a donné envie justement de participer, si Pascal vous a donné envie, mais surtout les actions de l'association. Vous pouvez venir adhérer, filer un coup de main, c'est 30 € l'année. Il y a aussi un prix solidaire. C'est ça, à 15 €, quoi. À 15 €, à qui souhaite ou qui estime devoir payer ce tarif réduit, eh ben, on lui fait confiance, on lui demande pas son avis d'imposition, évidemment. Ah, ça, c'est cool. Et c'est ça qu'on aime aussi. C'est quoi les projets de l'association qui arrivent? Eh ben, les projets de l'association qui arrivent, c'est un nouveau projet d'insertion professionnelle. C'est une bricothèque solidaire où on va proposer de l'allocation d'outils à prix libre. Est-ce qu'il y en a des outils ici, hein? Il y en a, mais on a un autre local juste à côté où on a justement acheté des outils pour que les gens puissent les utiliser pour tout le temps poursuivre la récupération, de la réparation, hein, voilà, faire du recyclage, du réemploi une valeur encore plus positive que le recyclage. Et puis on est aussi sur des ateliers pour les enfants. Ça c'est génial, ça s'appelle les petits clous. Emmenez vos enfants le mercredi. Voilà, donc on se déplace et puis on va, avec cette activité, essayer de mettre en place une ludothèque de jeux en bois aussi, à côté de la bricothèque, comme ça les enfants pourront venir jouer, pendant que les parents pourront réparer. C'est cool, voilà. Il y a eu beaucoup de solidarité et beaucoup de Pascal ce matin pour votre plus grand plaisir. À demain. On aime beaucoup aussi quand il y a beaucoup de rafales, hein. Ne soyez pas jaloux. Merci beaucoup, Extramuros, extra bien, on valide. Merci à vous, Gina Djemba. On vous retrouve donc sur la scène du Théâtre de l'Œuvre en trio pour cette évocation de Miss Nina Simone. C'est vraiment à voir et c'est jusqu'au 6 janvier. Demain, sachez que... Ouais, merci. Je voudrais juste dire que c'est Anne Bouvier qui met en scène le spectacle. Pardonnez-moi. Et demain, sachez que nous, c'est Best of, le tout meilleur de notre semaine. Et Dieu sait qu'elle a été belle. Sera sélectionné par Tanguy Karmarek. Et puis on se quitte comme on s'est trouvé avec notre chanson du jour que vous devez reconnaître. On vous embrasse. À demain. Merci beaucoup. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class.